Ma sœur a volé mon mari et a eu son bébé. Ensuite, toute ma famille m'a abandonné, mais maintenant je suis riche, fiancé, et je refuse de leur pardonner. Je suis une femme de 27 ans assise ici à réfléchir à ma vie et à réaliser que je n'ai jamais vraiment parlé de l'importance de mon enfance dans mon développement. Alors, voici. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans le Midwest. On pourrait penser que cela signifierait que nous étions assez normaux. Mais en matière de favoritisme, ma famille a rendu douloureusement évident qui était la star du spectacle, et ce n'était pas moi. Ma sœur, Véronica, une femme de 30 ans, était l'enfant chéri. Elle était blonde, confiante et la prunelle des yeux de tout le monde. Je ne dis pas qu'elle ne méritait pas une partie de cette attention. Elle avait du talent à sa manière. Mais la façon dont mes parents la traitaient par rapport à moi, c'était le jour et la nuit. Je ne me souviens même pas d'une époque où je n'avais pas l'impression d'être le plan de secours. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand Véronica a décidé de prendre des cours de ballet, mes parents l'ont inscrite au meilleur studio de danse de la ville. Il assistait à ses répétitions, lui achetait tout l'équipement sophistiqué et l'emmenait manger une glace après chaque récital. Moi, je voulais m'inscrire à un cours d'art quand j'avais 10 ans. J'adorais dessiner et j'ai supplié ma mère de m'inscrire à un programme local. Elle m'a dit, peut-être l'année prochaine, ma chérie. Nous sommes un peu serrés en ce moment. L'année suivante est venue et repartie. Et devinez quoi? Pas de cours d'art. Au lieu de cela, Véronica a eu des leçons de piano. Ensuite, il y a eu toute l'histoire de l'anniversaire. Pour le 16e anniversaire de Véronica, mes parents lui ont offert une voiture. Pas neuve, bien sûr. C'était une berline d'occasion, mais quand même une foutue voiture. Quand j'ai eu 16 ans, je n'ai même pas pris la peine de demander quelque chose comme ça. J'ai eu un petit gâteau de l'épicerie et une carte qui disait « Nous sommes si fiers de toi, Elena ». Fiers de quoi? D'avoir survécu une année de plus en tant qu'enfant invisible de la famille. La remise des diplômes était la même histoire. Quand Véronica a obtenu son diplôme d'études secondaires, mes parents ont organisé une grande fête. Ils ont loué une salle de banquet, invité la moitié de la ville et en ont fait tout un plat. Quand ce fut mon tour, nous avons organisé un petit barbecue dans la cour et c'était plus comme un événement du genre passons à autre chose. Mon père a dit, eh bien, nous avons déjà fait la grande fête pour Véronica, donc c'est juste plus discret. Ce qui a vraiment fait mal, c'est la façon dont ils ont géré l'université. J'ai travaillé comme une folle au lycée. J'avais des appartements, je faisais du bénévolat et j'ai été admise dans l'un des meilleurs programmes de chimie des parfums. C'était mon rêve de créer des parfums sur mesure. Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents, ils ont semblé peu enthousiastes. Ma mère a dit, c'est super, mais nous ne pouvons pas beaucoup aider avec les frais de scolarité. Les versements du MBA de Véronica sont encore importants. Véronica était revenue vivre à la maison après l'université parce qu'elle n'avait pas décroché l'emploi de ses rêves tout de suite. Mes parents se sont mis en quatre pour la mettre à l'aise. Ils ont transformé la chambre d'amis en son espace temporaire, alias son deuxième appartement, l'ont aidé avec ses factures et ont même payé pour qu'elle suive un camp de formation de codage. Pendant ce temps, j'ai travaillé à 2 emplois à temps partiel pour payer mes études et mon loyer. Pas d'aide, pas d'aumône, juste moi qui me démène pendant qu'ils agissaient comme l'équipe d'encouragement personnel de Véronica. Quand je revenais de temps en temps, de petites choses montraient à quel point ils la favorisaient. Véronica mentionnait avec désinvolture qu'elle avait besoin de nouveaux vêtements pour un entretien d'embauche, et ma mère l'emmenait faire du shopping. Je faisais des économies pour acheter un seul jean, et ma mère disait, « Oh, tu n'as pas acheté des vêtements le mois dernier ?» Ou si j'avais besoin d'un transport quelque part pendant que j'étais en ville, ils agissaient comme si je demandais la lune, mais quand Véronica voulait emprunter la voiture, pas d'hésitation. Mes parents avaient aussi cette étrange habitude de minimiser mes réalisations. Quand j'ai obtenu un stage dans une entreprise de parfums locale, j'étais tellement excité de leur annoncer. J'ai appelé pendant le dîner, et la première réponse de ma mère a été « C'est bien. Tu as entendu dire que Véronica a une deuxième entrevue pour ce poste de marketing. » Genre, cool, mais puis-je avoir 5 secondes pour parler de ma vie? Je me souviens d'un Noël qui a vraiment confirmé à quel point j'étais une réflexion après coup. Mes parents se surpassaient toujours avec des cadeaux pour Véronica. Des sacs de créateurs, des gadgets, tout ce que vous voulez. Cette année-là, elle a reçu cette nouvelle montre coûteuse et un sac en cuir sur mesure pour le travail. J'ai eu des chaussettes et une carte cadeau Target de $25. Et le pire,
C'est qu'ils ont agi comme si c'était égal. Ma mère a littéralement dit, nous avons dépensé le même montant pour vous deux. Bien sûr, maman. Le favoritisme n'était pas seulement ennuyeux, il minait mon estime de soi. J'avais constamment l'impression de ne pas être assez bien. Comme si, peu importe ce que je faisais, Véronica serait toujours celle qui comptait le plus pour eux. Et le truc, c'est que Véronica ne semblait pas le remarquer ou s'en soucier. Elle se prélassait dans l'attention, et je me contentais d'exister. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point cette dynamique m'avait façonné. J'ai travaillé plus fort que je n'en avais probablement besoin parce que j'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Je voulais être vue, comptée. Mais en même temps, j'ai appris à être indépendante parce que je ne pouvais compter sur personne d'autre, pas même ma propre famille. Je ne pense pas que mes parents essayaient d'être cruels. Je pense qu'ils croyaient sincèrement que Véronica avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus, quoi que ce soit, plus extravertie, plus ambitieuse, plus leur idée de la réussite. Mais ça ne rend pas ça juste. Je partage ça maintenant parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir grandi en ayant l'impression d'être le deuxième choix. Et si vous avez vécu ça, sachez que vous n'êtes pas fou de l'avoir remarqué, et vous n'êtes pas seul. Bref, pendant ma dernière année d'études, je jonglais avec 1 million de choses, les cours, 2 emplois à temps partiel et un stage. L'un de mes emplois était dans une boutique de parfums dans la ville. Ce n'était pas glamour, mais j'adorais ça. Je passais mes journées entouré de beaux parfums, à expérimenter avec des senteurs quand je le pouvais, et à aider les clients à trouver leurs parfums distinctifs. Pour moi, ce n'était pas juste un travail. C'était comme un petit pas vers mon rêve. C'est là que j'ai rencontré Adrien. Il est venu dans la boutique un après-midi à la recherche d'un parfum sur mesure pour un client. Il était grand, soigné et avait cette confiance facile. Au début, j'ai pensé qu'il était juste un autre homme riche qui voulait quelque chose de coûteux pour impressionner quelqu'un. Mais il m'a surprise. Il semblait réellement intéressé par le processus, posant des questions sur les ingrédients, la façon dont les senteurs étaient superposées et ce qui inspirait mes créations. Nous avons passé près d'1 heure à travailler sur le mélange parfait. Et au moment où il est parti, j'ai été impressionné par son humilité. Il ne se vantait pas de son succès, même s'il était évident qu'il avait de l'argent. Il est revenu 1 semaine plus tard pour récupérer le produit final. Et au lieu de juste dire merci et de partir, il est resté pour discuter. Au fil du temps, Adrien est devenu un habitué de la boutique. Il passait pour parler d'affaires, de créativité ou de la vie en général. J'ai appris qu'il dirigeait une start-up qui avait récemment connu un grand succès, mais il ne s'en vantait jamais. Il était plus intéressé à entendre parler de mes études et de mes objectifs. Personne n'avait jamais manifesté un intérêt aussi sincère pour moi auparavant. Ni ma famille, ni personne. Finalement, il m'a invité à sortir. Je me souviens avoir été tellement nerveuse parce que je ne savais pas si j'étais prête pour quelque chose de sérieux. J'avais tellement de choses à faire, et l'idée de sortir avec quelqu'un comme Adrien me semblait intimidante, mais il m'a mise à l'aise. Il se fichait que je sois encore étudiante et que je travaille à 2 emplois. Il admirait ma motivation et ma passion, et il m'a fait sentir vue comme jamais auparavant. Notre relation a évolué rapidement, mais ça semblait naturel. Adrien était d'un soutien comme je n'y étais pas habitué. Quand j'avais des devoirs tard le soir, il m'envoyait de la nourriture à emporter pour que je n'oublie pas de manger. Quand j'étais stressé à cause des examens, il me rappelait de faire des pauses et de respirer. Il n'était pas juste mon petit ami. Il est devenu mon plus grand supporter. Quand Adrien m'a demandé en mariage 1 an après le début de notre relation, j'étais stupéfaite. Je savais que nous étions bien, mais je ne m'y attendais pas si tôt. Il a organisé toute cette soirée élaborée, un dîner dans un restaurant sur le toit, de la musique douce, des bougies, tout le tralala. Quand il a sorti la bague, je n'ai même pas hésité. J'ai dit oui parce que j'avais enfin l'impression d'être le premier choix de quelqu'un. Bien sûr, quand j'en ai parlé à mes parents, leur réaction était prévisible. Ma mère a à peine reconnu les fiançailles avant de dire « Waouh, Adrien doit bien gagner sa vie. J'espère qu'il prend bien soin de toi. » La réponse de mon père était similaire, « Eh bien, au moins, tu n'auras plus à t'inquiéter pour l'argent. » Ils n'ont pas posé de questions sur la demande en mariage, les préparatifs du mariage ou même ce que je ressentais. Tout concernait Adrien et ce qu'il pouvait fournir. Lors de notre dîner de fiançailles, ma mère s'est penchée et a chuchoté, « Tu sais, Adrien doit avoir des amis. Véronica pourrait avoir besoin de quelqu'un comme lui. »
J'ai essayé de l'ignorer comme un commentaire ponctuel, mais ça ne l'était pas. Chaque fois que je parlais à ma mère après ça, elle trouvait un moyen d'en parler. As-tu parlé à Adrien de présenter Véronica à quelqu'un, ou tu sais, Véronica n'a pas de chance en amour. Peut-être qu'Adrien pourrait l'aider. C'était comme si elle ne supportait pas l'idée que j'ai quelque chose que Véronica n'avait pas. Le processus de planification du mariage a été un cauchemar. Ma mère semblait plus excitée par ce que la famille d'Adrien apportait que par le mariage lui-même. Elle disait des choses comme « Eh bien, au moins, il paie la salle. » C'est gentil de leur part, comme si ce n'était pas aussi mon mariage. Le jour du mariage lui-même était magnifique, mais bien sûr, Véronica ne pouvait pas juste me laisser vivre mon moment. Elle s'est présentée dans cette robe extravagante qui ressemblait plus à quelque chose que vous porteriez à un bal de promo qu'au mariage de votre sœur. Elle a passé la moitié de la nuit à réseauter avec les amis et collègues d'Adrien, comme si elle essayait de décrocher un rôle dans sa vie. Et les commentaires, oh mon Dieu, les commentaires. Elle plaisantait à haute voix sur la chance que j'avais d'avoir trouvé quelqu'un comme Adrien, disant des choses comme « Waouh, Elena a vraiment décroché le gros lot, n'est-ce pas ?» ou « Adrien doit avoir un faible pour les femmes travailleuses. » Je pouvais sentir les compliments empoisonnés dégoulinant de jalousie. Je n'étais plus l'ombre, et Véronica ne pouvait pas le supporter. Je le voyais dans sa façon d'agir avec Adrien, trop amical, riant toujours à ses blagues comme si c'était la chose la plus drôle au monde. À un moment donné pendant la réception, je l'ai surprise en train de le coincer près du bar, et ça m'a retourné l'estomac. Quand je lui ai demandé plus tard de quoi ils avaient parlé, elle a haussé les épaules et a dit « Oh, rien. Juste en le remerciant d'être si bon avec toi. » La phase de lune de miel de mon mariage était tout ce que je voulais qu'elle soit. Mais le comportement de ma famille restait dans un coin de ma tête. Ma mère n'arrêtait pas de me pousser à impliquer Véronica dans le cercle social d'Adrien, comme si c'était ma responsabilité de lui trouver un mari riche, aussi. Au début, j'ai pensé que j'imaginais des choses, comme si j'étais peut-être trop sensible ou peu sûr de moi. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer comment Véronica me traitait différemment. Elle a cessé de faire semblant d'être encourageante et a commencé à faire des remarques subtiles sur ma relation. Si Adrien publiait quelque chose de doux à mon sujet en ligne, elle laissait un commentaire sarcastique comme « On dirait qu'on sait qui est le préféré maintenant ». Au lieu de célébrer avec moi, ma famille agissait comme si je leur devais quelque chose pour mon succès. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs, mais à l'époque, j'essayais juste de profiter de ce nouveau chapitre de ma vie, même si cela signifiait ignorer les fissures qui se formaient sous la surface. Environ un mois après notre mariage, Véronica a commencé à se présenter sans prévenir. Et quand je dis se présenter, je ne veux pas dire passer pour dire bonjour rapidement. Je veux dire entrer chez moi comme si c'était chez elle. Elle arrivait en milieu d'après-midi, toujours trop habillée sans raison apparente, talons, sac de créateur, visage entièrement maquillé. Ce n'était pas comme si nous vivions dans un quartier chic. Notre maison de ville était dans un quartier de banlieue tranquille, et la plupart de nos voisins étaient du genre pantalon de yoga et chignon désordonné. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'elle veut juste passer plus de temps avec moi, me suis-je dit. Mais non, elle ne venait pas me voir. Elle passait la plupart de son temps à graviter autour d'Adrien. Elle s'attardait dans la cuisine pendant qu'il cuisinait, préparant ses pâtes faites maison, riant à ses blagues comme si elle auditionnait pour une comédie romantique. Ça me mettait tellement mal à l'aise. Je me souviens d'un jour où je pliais du linge dans le salon quand je les ai entendus dans la cuisine. Adrien expliquait comment il faisait sa sauce bolognaise, et Véronica riait si fort qu'on aurait dit qu'il était un humoriste. Ce n'était pas juste un rire poli. C'était ce genre de rire, celui qui vous tord l'estomac parce que vous savez que ce n'est pas à propos de la blague. J'ai dit à Adrien ce que je ressentais. J'ai même essayé de le faire paraître décontracté. J'ai dit quelque chose comme « Eh, j'adore que Véronica nous rende visite, mais peut-être que c'est un peu trop. » Il a juste haussé les épaules et a dit « C'est ta sœur. Elle est probablement juste seule. » Seule ? Véronica n'était pas seule. Elle s'ennuyait. Il y a une différence. Les choses se sont aggravées quand elle a commencé à venir encore plus souvent. Une fois, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée assise sur notre canapé avec Adrien, mangeant à emporter de notre restaurant préféré, comme s'ils avaient un petit rendez-vous. Quand j'ai demandé ce qu'elle faisait là, elle a souri et a dit « Oh, j'étais dans le coin et je me suis dit que je pourrais tenir compagnie à Adrien puisque tu travaillais tard. » C'est là que j'ai commencé à remarquer d'autres choses.
Véronica avait ce don pour trouver des raisons de toucher Adrien, ajuster sa cravate, enlever une peluche de son épaule, se pencher un peu trop près quand elle lui parlait. Adrien ne semblait pas le remarquer, ou du moins il faisait semblant de ne pas le remarquer. Un soir, tout s'est effondré. Je venais de rentrer d'un long quart de travail à la boutique. Je suis entré dans la maison et je les ai entendus dans la cuisine, Véronica riant à nouveau avec ce même rire. Je suis resté là dans le couloir figé, juste à écouter. J'ai finalement trouvé le courage d'entrer, et ils étaient là. Véronica perchée sur l'un des tabourets de bar, penchée en avant, tandis qu'Adrien se tenait en face d'elle avec ce sourire stupide sur son visage. Je ne me souviens même pas de quoi il parlait. Tout ce dont je me souviens, c'est de la façon dont mon cœur s'est effondré. Plus tard cette nuit-là, j'ai confronté Adrien. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Véronica ?» Il m'a regardé comme si j'étais folle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« C'est ta sœur. » J'ai dit, « Alors pourquoi j'ai l'impression qu'elle est là pour toi et pas pour moi ?» Il a tout nié. A dit que j'exagérais. A dit que Véronica était juste amicale et que j'avais besoin de me détendre. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques semaines plus tard. Adrien a commencé à rentrer tard à la maison. Il avait toujours une excuse, dîner d'affaires, réunion, course. Un soir, il a franchi la porte vers minuit. Il sentait le parfum. Et pas n'importe quel parfum. Quelque chose de floral et de sucré comme le jasmin et la vanille. Je suis parfumeur. Je connais toutes les senteurs de ma collection, et ce n'était pas l'une des miennes. Je n'ai même pas eu à demander. Il l'a admis avant que je puisse prononcer les mots. « Elena, a-t-il dit, Véronica et moi sommes amoureux. » Amoureux. Ces deux mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Ma sœur, mon mari. Je n'arrivais même pas à comprendre. Tout ce que je pouvais penser, c'était comment, quand, pourquoi. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis resté là à le regarder pendant qu'il marmonnait quelque chose sur la façon dont ces choses arrivent et qu'il ne voulait pas que ça arrive. J'avais l'impression de voir ma vie s'effondrer en temps réel. Le lendemain, j'ai appelé mes parents. J'étais désespéré. J'avais besoin d'un endroit où rester pendant que je cherchais quoi faire. Ma mère a répondu au téléphone, et je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit que j'avais besoin de rentrer à la maison, juste pour un petit moment. Elle a hésité. Oh, ma chérie, j'adorerais t'aider, mais la maison est en rénovation en ce moment. C'est un tel bazar. Rénovation ? Il vivait dans cette maison depuis 20 ans et n'avait jamais rien rénové. Alors, j'ai appelé mon père. Il m'a donné la même rengaine. Ce n'est juste pas le bon moment, ma chérie. Tu sais comment c'est. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assise là à regarder le mur. Mes parents n'avaient jamais été là pour moi, pas vraiment. Mais c'était un nouveau bas. Je ne faisais pas juste face à une trahison d'Adrien et Véronica. J'étais abandonné par toute ma famille. J'ai passé cette nuit dans notre chambre d'amis, à faire défiler des annonces d'appartements que je ne pouvais pas me permettre et à me demander comment j'en étais arrivé là. Je me sentais complètement seul. Il a fallu des semaines de ressassement, à rejouer chaque conversation, chaque interaction dans ma tête, pour que je finisse par reconstituer les pièces du puzzle. Mes parents étaient au courant de la liaison de Véronica et Adrien depuis le début. Ils n'étaient pas juste passivement inconscients. Ils l'avaient activement soutenu. Au début, je ne voulais pas y croire. Qui le voudrait? Mais les signes étaient tous là, flagrants maintenant que je regardais en arrière. Mes parents esquivant mes appels quand je les suppliais d'avoir un endroit où rester. Les excuses vagues de ma mère à propos de la rénovation. Le ton maladroit de mon père, comme s'il essayait d'éviter d'en dire trop. Il ne me protégeait pas. Il la protégeait, elle. Véronica, leur enfant chéri, ne pouvait pas faire de mal à leurs yeux. Même quand elle poignardait sa propre sœur dans le dos, ils privilégiaient toujours son confort à ma douleur. Ils ne voulaient pas que j'emménage parce que ça aurait été trop compliqué pour eux. Ils ne voulaient pas gérer les retombées de leur favoritisme flagrant. J'ai demandé le divorce, et le processus s'est déroulé rapidement. Adrien m'avait fait signer un contrat de mariage avant le mariage, il s'est donc assuré que je reparte de ce mariage sans rien. Après que tout se soit effondré, j'étais désespéré d'avoir une sorte de soutien, alors j'ai contacté ses parents. Je ne l'ai pas fait pour étaler notre linge sale en public.
Je voulais juste leur faire savoir ce qui s'était passé et peut-être trouver une certaine clarté. Sa mère a été étonnamment gentille avec moi, allant même jusqu'à admettre qu'elle avait eu des doutes sur Véronica dès le début. Mais apparemment, Adrien ne voyait pas les choses de cette façon. Il a découvert que j'avais contacté sa famille et m'a accusé d'essayer de les monter contre lui. Il a affirmé que je semais la zizanie et que je ruinais sa réputation, ce qui est ironique compte tenu du gâchis qu'il avait fait. Comme si cela ne suffisait pas, Adrien a franchi une étape supplémentaire. Il ne lui suffisait pas d'avoir détruit ma confiance, mon mariage et ma famille. Il a décidé de ruiner ma carrière, aussi. Je l'ai découvert quand je me suis présenté au travail à la boutique un matin, pour être convoqué dans le bureau du gérant. Ma patronne, qui avait toujours été encourageante, ne pouvait soudainement plus me regarder dans les yeux. Elle m'a remis un dernier chèque de paie et a marmonné quelque chose à propos d'une restructuration et de la façon dont les choses ne fonctionnaient pas. Cela n'avait pas de sens jusqu'à ce qu'un collègue laisse entendre plus tard, Adrien avait parlé au propriétaire, affirmant que je causais des problèmes qui étaient mauvais pour les affaires. J'étais furieuse. Je voulais faire irruption dans son bureau, lui crier dessus, exiger des réponses, mais je ne l'ai pas fait. Quel était l'intérêt? Il n'en valait pas la peine. Pendant des jours, je suis restée assise dans mon nouvel appartement minuscule, à regarder les murs et à me demander ce que j'allais faire. Le loyer était bientôt dû, et sans emploi, je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais le payer. J'avais l'impression que l'univers m'avait arraché tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais ensuite, un soir, quelque chose a cliqué. Je faisais défiler Instagram, en regardant des photos de personnes que je ne connaissais même pas vivant des vies que je ne pouvais pas me permettre, quand je suis tombé sur un message à propos des petites entreprises. C'était une femme qui avait lancé sa propre entreprise de fabrication de bougies dans sa cuisine. Elle a parlé de la façon dont elle avait transformé sa passion en carrière et construit quelque chose à partir de zéro. Je suis resté assise là, tenant mon téléphone et pensant, pourquoi pas moi? J'avais toujours rêvé de lancer ma propre ligne de parfum, mais je n'avais cessé de la repousser parce que je ne pensais pas être prête. Eh bien, s'il y avait un moment pour prendre un risque, c'était bien maintenant. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai contracté un petit prêt, juste assez pour couvrir l'essentiel, et j'ai utilisé le peu d'économies qui me restait. Mon appartement est devenu mon espace de travail. Le bouche-à-oreille a commencé à se répandre. Un jour, une petite blogueuse beauté avec un nombre décent d'abonnés a publié une critique, vantant l'originalité de mes parfums. Du jour au lendemain, mon Instagram a explosé. La deuxième année a été un tournant. J'ai commencé à recevoir des demandes de renseignements de boutiques qui voulaient vendre mes parfums. J'ai loué un studio en ville, bien loin de travailler à ma table à manger. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce avec suffisamment d'espace pour mes fournitures et un petit coin pour rencontrer les clients. J'ai même embauché une assistante pour m'aider à gérer la charge de travail croissante. À la fin de cette deuxième année, j'étais rentable, non pas juste en survivant, mais en gagnant suffisamment pour vivre confortablement et planifier l'avenir. Mes parfums étaient présentés dans de petits magazines et blogs, et des clients de tout le pays passaient des commandes. Cette entreprise n'était pas juste un moyen de payer les factures. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ma vie. Chaque flacon de parfum que je créais était comme une petite victoire, un rappel que j'étais capable de construire quelque chose de beau à partir des cendres de tout ce que j'avais perdu. Puis, de nulle part, lors d'un de ces après-midi pluvieux et misérables où l'on a juste envie de se blottir avec une tasse de café et de ne traiter avec personne, j'étais dans mon studio à emballer une commande pour une petite boutique à Seattle quand j'ai entendu la cloche de la porte. Au début, j'ai pensé que c'était Mia, mon assistante, qui revenait du Starbucks voisin. Ou peut-être un client entrant pour jeter un coup d'œil. Mais non, c'était elle, Véronica, et elle avait un bébé dans les bras. J'ai juste figé. Elle avait l'air horrible. Je veux dire, on parle de chinon désordonné, de cernes, d'un manteau trempé et d'un bébé emmitouflé dans un pyjama qui avait connu des jours meilleurs. Pendant une seconde, j'ai cru que j'imaginais ça, parce que pourquoi diable serait-elle ici? Mais non, c'était réel. Elena, a-t-elle dit, sa voix tremblante, je ne savais pas où aller d'autre. Je suis resté là à la regarder fixement. Cela faisait 2 ans, 2 années entières que je l'avais vue pour la dernière fois. La dernière fois, c'était lors d'une réunion de famille où elle et Adrien se pavanent comme le roi et la reine de tout. Maintenant, on aurait dit que la ville avait fait dégringoler de quelques centaines de crans. « Qu'est-ce que tu veux, Véronica » ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme.
Elle a déplacé le bébé dans ses bras et m'a jeté ce regard pitoyable. J'ai besoin d'aide, a-t-elle finalement dit. Adrien est parti. Je n'ai personne vers qui me tourner d'autre. Je jure que j'ai failli rire. Adrien l'a quitté. Waouh, choquant. Qui aurait pu prédire ça? Littéralement tout le monde sauf elle. Adrien t'a quitté, ai-je dit en haussant un sourcil. Tiens, je me demande bien pourquoi. Elle a grimacé, mais n'a pas contesté. Elena, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé, mais je suis désespéré. Je n'ai nulle part où aller d'autre. Et puis elle l'a dit. C'est ton neveu, a-t-elle ajouté, en faisant un geste vers le bébé. Tu ne veux pas le rencontrer? Mon neveu, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil au bébé. Il avait l'air assez innocent, mais ensuite j'ai regardé Véronica, la même sœur qui avait fait exploser ma vie sans une seconde pensée, et toute sympathie que j'aurais pu ressentir a disparu. Pourquoi tu n'appelles pas Adrien, ai-je demandé. N'est-ce pas son enfant? Son visage est devenu rouge, et elle a commencé à balbutier. Eh bien, non, il ne l'est pas. Bien sûr, il ne l'était pas. Tout s'est déversé après ça. Apparemment, après que Véronica ait gagné Adrien, elle a réalisé qu'il n'était pas exactement le mari de rêve qu'elle avait imaginé. Bien sûr, il avait de l'argent, mais il était aussi contrôlant et un peu un imbécile. Choquant. Alors, naturellement, elle a commencé à le tromper. Elle a continué à vider son compte bancaire pour financer son style de vie, sac de luxe, voyage, tout ça. Mais quand Adrien a découvert qu'elle le trompait, il l'a complètement coupé. Depuis lors, elle essayait de sauver les apparences, en achetant des vêtements de créateurs et en publiant de vieilles photos de vacances pour donner l'impression que sa vie était toujours parfaite. Mais on ne peut faire semblant que pendant un certain temps. Et quand elle est venue me voir ce jour-là, elle était en train de s'effondrer. Elena, s'il te plaît, a-t-elle supplié, les larmes coulant sur son visage. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie. Je n'ai pas d'argent, pas de maison, rien. Je ne peux pas faire ça toute seule. Je l'ai juste regardé fixement. Une partie de moi avait envie de crier, tu te moques de moi. La même sœur qui a pris mon mari, ruiné mon mariage et agi comme si je n'étais rien est maintenant debout dans mon studio à mendier de l'aide. Tu as du culot, ai-je finalement dit. Tu ne te souciais pas de moi ou de ma vie quand tu étais en train de la faire exploser, mais maintenant tu veux que je te sorte d'affaire? Elle a commencé à sangloter plus fort, et honnêtement, je n'étais pas ému. Ce n'était pas nouveau. Véronica avait toujours été douée pour faire couler les larmes pour obtenir ce qu'elle voulait. Je n'ai nulle part où aller d'autre, a-t-elle répété. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tu as fait tes choix, Véronica. Maintenant, vis avec ou va voir tes adorables parents. Reste juste loin de ma vie, vous tous. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte et je lui ai fait signe de partir. Elle a hésité, restant là comme si elle pensait que j'allais soudainement changer d'avis. Mais quand elle a vu que je ne bougeais pas, elle a serré le bébé plus fort et est sortie sous la pluie sans un mot de plus. Alors que la porte se refermait derrière elle, je suis resté là pendant 1 minute, laissant tous à s'installer. Je ne me sentais pas mal, pas vraiment. Peut-être pour le bébé, bien sûr, mais pas pour elle. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon cerveau ne voulait pas se taire. Je n'arrêtais pas de penser au chemin que j'avais parcouru depuis le gâchis qu'elle avait fait de ma vie il y a 2 ans. Son apparition comme ça m'aurait brisé, mais maintenant je me sentais libre. Je ne dois rien à Véronica. Elle a fait son lit, elle peut se coucher dedans. J'ai passé trop de temps à essayer de nettoyer après ces gâchis, et j'en ai fini. J'ai toujours cru au karma. Il n'arrive peut-être pas immédiatement, mais les gens finissent par obtenir ce qui leur revient. Et laissez-moi vous dire que le karma ne s'est pas retenu, non seulement avec Véronica, mais aussi avec Adrien et même mes parents. Les affaires d'Adrien ont décliné plus vite qu'un enfant sur une luge en janvier. Après qu'il ait quitté Véronica, elle n'est pas partie tranquillement. Elle l'a traîné sur tous les médias sociaux, publiant de longs discours dramatiques sur la façon dont il l'avait maltraité émotionnellement et contrôlé à chacun de ses mouvements. Peu importe qu'elle soit celle qui le trompait tout en vivant de son argent. Le truc, c'est que les gens parlent, et le bouche-à-oreille se répand rapidement dans son secteur. Les investisseurs potentiels se sont retirés. Les partenaires commerciaux ont cessé de répondre à ses appels, et sa réputation a chuté. Adrien n'était pas le saint qu'il prétendait être,
et les gens ont finalement commencé à le voir. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait vendu son entreprise pour bien moins que sa valeur, juste pour réduire ses pertes et rembourser ses dettes. Un jour, Adrien s'est présenté de nulle part. J'étais dans mon studio à tester un nouveau mélange quand il est entré comme si nous étions de vieux amis. Il avait l'air différent, moins soigné, plus fatigué. Il avait cette énergie triste, presque désespérée, autour de lui. Il a commencé par une petite conversation maladroite, et puis c'est arrivé. J'ai fait une erreur, Elena. Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. Il a continué en disant que Véronica avait ruiné sa vie, que les choses lui manquaient comme avant avec moi, qu'il espérait que nous pourrions recommencer. Je ne l'ai même pas laissé finir. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, « Adrien, je me suis construit une toute nouvelle vie, et il n'y a pas de place pour toi dedans. » Puis je lui ai dit de partir. L'audace de cet homme. Finalement, Véronica a dû emménager dans un petit appartement dans un quartier pas très bien de la ville. Elle travaille maintenant dans un centre d'appel, le genre d'emploi dont elle se moquait autrefois. Elle passe la plupart de son temps à râler sur les médias sociaux à propos de l'injustice de la vie, blâmant tout le monde sauf elle-même pour la façon dont les choses se sont passées. Le pire? Elle essaie toujours d'agir de façon supérieure, en publiant des citations passives-agressives comme « Certaines personnes sont tellement chanceuses, mais je suppose que tout le monde ne le mérite pas. » Et mes parents, oh, ils ne s'en sont pas tirés indemnes non plus. Quand la vie de Véronica a commencé à s'effondrer, ils ont fait ce qu'ils font toujours, ils l'ont renflouée. Ils ont vendu leur maison, un endroit où ils avaient vécu pendant plus de 20 ans, et ont utilisé l'argent pour couvrir ses dettes. Ils ont déménagé dans un condo exigu à la périphérie de la ville, bien loin de la maison dont ils étaient autrefois si fiers. J'ai entendu dire qu'ils avaient des difficultés financières maintenant. Mon père a dû accepter un travail à temps partiel comme chauffeur-livreur, et ma mère a commencé à faire des retouches de couture dans leur salon pour joindre les deux bouts. Ils ne m'ont pas appelé une seule fois pour s'excuser ou même reconnaître ce qui s'est passé. Au lieu de ça, ils envoient ces courriels bizarres, remplis de culpabilité, tous les quelques mois. Des trucs comme « La famille est tout ce que nous avons, Elena. Tu devrais nous contacter de temps en temps. » Mais vous savez quoi? Je ne me sens pas mal. Pas pour aucun d'eux. Quant à moi, les choses ne pourraient pas aller mieux. Mon entreprise prospère d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai ouvert mon premier magasin, une petite boutique chaleureuse à Chicago, et c'est un succès. Nous avons des clients qui viennent de partout, attirés par notre approche personnalisée de la création de parfums. Sur le plan personnel, je suis aussi passé à autre chose de la meilleure des façons. Je suis maintenant fiancé à Ethan. Nous planifions notre mariage pour le printemps prochain, une petite cérémonie avec des amis proches et quelques membres de la famille. Et par famille, je veux dire la famille choisie, pas celle qui m'a poignardé dans le dos. Nous avons déjà plaisanté sur le fait que la réception sentira incroyable parce que je mélange sur mesure un parfum pour la journée. Bref, c'est mon histoire. La vie est bien meilleure quand on élimine la toxicité et qu'on se concentre sur soi-même. Je suis dans un si bon endroit maintenant, et honnêtement, je ne changerai rien. Tout m'a mené ici. Merci d'avoir lu, Reddit. Vous avez été ma petite séance de thérapie aujourd'hui.